Législation, éthique professionnelle et déontologie. La législation, l'éthique professionnelle et la déontologie désignent l'ensemble des règles juridiques, morales et professionnelles qui encadrent et orientent le comportement des professionnels dans l'exercice de leur métier. Législation, ce sont les lois et règlements officiels, textes juridiques, imposés par l'État et applicables à tous, exemple. Code de la santé publique, code pénal. Éthique professionnelle, c'est une réflexion morale sur les valeurs qui doivent guider les choix et les actions dans la pratique professionnelle. Respect, bienveillance, justice, autonomie. Déontologie, ce sont les règles spécifiques à une profession, souvent regroupées dans un code de déontologie, qui fixe les devoirs et obligations des professionnels envers les patients, les collègues et la société. Définition. Définition. Le droit est l'ensemble des dispositions interprétatives ou directives qui, à un moment et dans un état déterminé, règlent le statut des personnes et des biens, ainsi que les rapports que les personnes publiques ou privées entretiennent. La solution des conflits entre personnes privées en raison de leur statut différent ou de relations faisant appel au droit international sont régies par le droit international privé. Les relations juridiques entre États sont déterminées par le droit international public. En considération de l'objet du droit, et dans un but pédagogique, le droit privé fait l'objet de divisions telles que le droit civil, le droit procédural. 1. Source du droit. Le droit algérien est un système de droit écrit. Inspiré du droit français jusqu'au 5 juillet 1973, ces lois ont été abrogées et donc inspirées de la nouvelle constitution algérienne. Il est caractérisé par la codification systématique des acquis juridiques et constitué en système fondé sur la référence systématique à l'écrit. D'où le rôle primordial de la loi. Cependant, il utilise également des sources dérivées ou indirectes. Les textes fondamentaux. Le droit algérien s'appuie sur les textes fondamentaux que sont a. La Constitution, loi fondamentale, la Constitution qui régit actuellement l'Algérie, Constitution votée par référendum populaire après l'indépendance. Elle est composée du préambule de fondement historique et l'appartenance musulmane de l'Algérie et inspirée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du texte constitutionnel proprement dit et des décisions du Conseil constitutionnel. B. Les traités internationaux, une fois ratifiés par le Parlement ou par voie référendaire, ils ont une force obligatoire supérieure à une loi et à la Constitution. Le droit algérien est un système de droit écrit. Inspiré du droit français jusqu'au 5 juillet 1973, ces lois ont été abrogées et donc inspirées de la nouvelle constitution algérienne. Il est caractérisé par la codification systématique des acquis juridiques et constitué en système fondé sur la référence systématique à l'écrit. D'où le rôle primordial de la loi. Cependant, il utilise également des sources dérivées ou indirectes. Le terme « source du droit » désigne tout ce qui contribue ou a contribué à créer l'ensemble des règles juridiques applicables dans un État. Les principales sources du droit sont des textes tels que les constitutions, les lois, les règlements, traités internationaux. Cependant, d'autres sources sont parfois admises selon la matière, telles que la coutume. Les sources du droit sont un critère de la détermination du système juridique du pays. La Constitution. La Constitution est la loi fondamentale d'un État qui définit les droits et les libertés des citoyens, ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique, législatif, exécutif, judiciaire. La Constitution se situe au sommet du système juridique de l'État, dont elle est le principe suprême. Elle peut prendre la forme d'un texte unique ou d'un ensemble de lois. P. La LOI. Il ne fait aucun doute que la loi constitue aujourd'hui la principale source du droit. Le terme LOI doit être entendu au sens large. Il signifie la loi proprement dit, c'est-à-dire les règlements qui émanent du pouvoir exécutif. La prédominance de la loi ne doit pas nous faire perdre de vue une autre source de droit, la coutume. C. La coutume. La coutume se définit comme étant un usage généré et prolongé implante dans une collectivité et considéré par elle comme juridiquement obligatoire. C'est le droit créé par les mœurs. Sur le plan historique, la coutume constitue la plus ancienne source de droit. Le droit musulman. À plusieurs sources, dont les sources fondamentales que sont le Coran et la Sunna d'une part, et d'autres par les sources secondaires, fondées sur la raison humaine, qui comprennent le consensus des juristes ijma, le raisonnement analogique, qiyas, et l'interprétation ijtihad. La coutume, l'URF, et la loi ne sont pas officiellement sources de droit, mais ont permis d'adapter le droit d'origine religieuse à la diversité des pays et des cas. Le droit musulman s'appuie donc sur 4 sources principales, usul al-fiqh, qui constituent la charia, loi divine. Le Coran, la Sunna,
l'ijma, consensus des savants, et le raisonnement analogique, qiyas. Le droit privé comprend les règles s'appliquant aux rapports des particuliers entre eux. Les associations. C'est donc cette branche du droit qui indique, par exemple, comment se forment les contrats, quels sont leurs effets et la sanction de leur inexécution. Exemple. Le contrat de travail, le contrat d'assurance, la constitution et le fonctionnement des sociétés, etc. sont des matières de droit privé. Cela signifie que l'affaire n'intéresse que des particuliers et non des personnes publiques telles que l'État, la commune. Par particulier, on entend non seulement des individus, mais aussi des groupements tels que sociétés civiles, les syndicats et les associations. 1. Le droit civil embrasse l'ensemble des règles relatives aux institutions, aux actes, aux rapports juridiques intéressant les particuliers dans leurs relations entre eux. Son domaine englobe l'étude des personnes, des biens, de la famille, des créances. 2. Le droit commercial. C'est une branche du droit privé appelée à régir les commerçants et les industriels dans l'exercice de leurs fonctions. Sociétés, fonds de commerce, actes de commerce, bourse, banque. 3. Le droit social. L'appellation du droit social regroupe deux branches distinctes. Le droit du travail. Il recouvre l'ensemble des règles qui définissent les conditions des travailleurs salariés, celles qui gouvernent les contrats de travail et les prestations qui en concrétisent l'exécution et celles qui définissent le cadre de l'exercice de l'action collective et concertée des travailleurs, réglementation des syndicats, conventions collectives et droits de grève. Le droit de la sécurité sociale. Il réunit l'ensemble des règles qui sont destinées à garantir les travailleurs contre les différents risques sociaux et professionnels, tels que les maladies professionnelles, la vieillesse, les accidents du travail, etc. 4. Le droit pénal, encore dénommé droit criminel. C'est un droit de répression qui pour principal objet de définir les comportements constitutifs d'infraction et de fixer les sanctions applicables à leurs auteurs. Le droit public a été l'œuvre de la jurisprudence et de la doctrine. Les notions fondamentales du droit public. La notion d'autorité. Il constitue l'élément principal qui fonde la spécificité et l'autonomie du droit public. Le principe d'égalité signifie que l'administration doit respecter la règle de droit. Notion de responsabilité est liée à la notion même de l'administration. Il est nécessaire de prévoir le redressement des situations illégales. Le principe de responsabilité impose à l'État, au service des particuliers, de réparer les dommages causés. 2. Les branches du droit public. Traditionnellement, le droit public comporte trois branches. Droit constitutionnel, droit administratif, droit financier. Un service public est une mission générale ou une prestation particulière qui est due par l'État à tous les citoyens appelés usagers. Les activités du service public. Le service public remplit 4 fonctions principales. A. Les services publics à finalité d'ordre et de régulation, la défense nationale, la justice, la protection civile, les ordres professionnels. B. La protection sociale et sanitaire, sécurité sociale, services publics hospitaliers. C. Ceux à vocation éducative et culturelle, l'enseignement, la recherche, services publics audiovisuels. D. Ceux à caractère économique, les transports, l'énergie, la poste, les communications. Régime juridique du service public. Le régime juridique du service public est organisé autour de 2 grands principes. Continuité du service public. Il constitue un des aspects de la continuité de l'État. Il repose sur la nécessité de répondre aux besoins d'intérêt général sans interruption. Cependant, selon les services, la notion de continuité n'a pas le même contenu. Exemple, permanence totale pour les urgences hospitalières, horaires prévus pour d'autres. Toutefois, ce principe de continuité doit s'accommoder du principe, constitutionnel lui aussi, du droit de grève. La plupart des agents des services publics disposent de ce droit, à l'exception de certaines catégories pour lesquelles la grève est interdite, policiers, militaires. Égalité devant le service public, lui aussi principe à valeur constitutionnelle, est l'application à ce domaine du principe général d'égalité de tous devant la loi, proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il signifie que toute personne a un droit égal à l'accès aux services publics. Note, attention,
Confusion à éviter. Un service public n'est pas un bien public et le service public n'est pas le secteur public. Le premier droit ou la première nécessité de la personne malade est de pouvoir accéder aux soins. Chapitre 1. Principes fondamentaux. Article 1er. La présente loi a pour objet de fixer les dispositions fondamentales en matière de santé et de concrétiser les droits et devoirs relatifs à la protection et à la promotion de la santé de la population. Art. 4. Le système national de santé se définit comme l'ensemble des activités et des moyens destinés à assurer la protection et la promotion de la santé de la population. Son organisation est conçue afin de prendre en charge les besoins de la population en matière de santé, de manière globale, cohérente et unifiée dans le cadre de la carte sanitaire. Chapitre 2. Dispositions générales relatives aux services de santé. Art. 7. Le réseau sanitaire national est conçu de manière à offrir des soins de santé complets. Art. 8. Les soins de santé complets englobent la prévention de la maladie à tous les niveaux, le diagnostic et le traitement de la maladie, la réadaptation des malades, l'éducation sanitaire. Art. 11. Les structures sanitaires doivent être accessibles à toute la population avec le maximum d'efficacité et de facilité, dans le respect de la dignité humaine. Chapitre 3. Gratuité des soins. Art. 20. Le secteur public constitue dans le cadre essentiel d'intervention de la gratuité des soins conformément à l'article 54 de la Constitution. Art. 54. Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. L'État assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. Art. 21. L'État met en œuvre tous les moyens destinés à protéger et à promouvoir la santé en assurant la gratuité des soins. Art. 22. Les prestations de soins définies comme étant l'ensemble des actions de santé publique, les actes de diagnostic, le traitement dès l'hospitalisation des maladies, sont gratuites dans l'ensemble des structures sanitaires publiques. Chapitre 6. Protection et promotion de la santé par l'éducation physique et sportive. Art. 83. Dans le but de protéger et d'améliorer la santé de la population, tous les secteurs d'activité nationale sont tenus d'organiser des activités physiques et sportives. Les programmes de ces activités sont adaptés à l'âge, au sexe, à l'état de santé et aux conditions de vie de travail de la population. « 1. Dans le secteur privé. A. Le contrat de travail à durée déterminée. Le contrat conclu pour une durée déterminée correspond à un besoin économique des entreprises, il est donc admis dans certaines circonstances, mais il est réglementé par le droit du travail algérien. A. Le contrat de travail à durée déterminée. Le contrat conclu pour une durée déterminée correspond à un besoin économique des entreprises, il est donc admis dans certaines circonstances, mais il est réglementé par le droit du travail algérien. Art 12. Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans les cas expressément prévus ci-après, lorsque le travailleur est recruté pour l'exécution d'un contrat lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables, lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste qui s'absente temporairement et au profit duquel l'employeur est tenu de conserver le poste de travail, lorsqu'il s'agit pour l'organisme employeur d'effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu, lorsqu'un surcroît de travail ou lorsque des motifs saisonniers le justifient, lorsqu'il s'agit d'activités ou d'emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires. Dans l'ensemble de ces cas, le contrat de travail précisera la durée de la relation de travail ainsi que les motifs de la durée arrêtée. P. Le contrat de travail à durée indéterminée. Il constitue la preuve de la relation de travail entre employeur et employé. C'est la forme du contrat de travail, proposé pour chaque emploi à caractère définitif. Art 11. Du droit du travail algérien. Le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf s'il en est disposé autrement par écrit. Lorsqu'il n'existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée. 2. Convention collective. C'est un accord écrit relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales des travailleurs. Il est négocié entre les partenaires sociaux, sans intervention de l'État, qui participent à l'élaboration d'une convention collective les salariés, par l'intermédiaire des syndicats représentatifs des salariés. Les employeurs. La convention peut être discutée et signée, soit par les organisations syndicales patronales, soit par tous autres groupements d'employeurs. 2. Dans le secteur public. 1. La fonction publique. La fonction publique est un ensemble de personnes travaillant au sein des administrations publiques.
Une personne travaillant dans la fonction publique est appelée fonctionnaire. Les expressions « fonction publique » et « fonctionnaire » désignent couramment un ensemble plus vaste de personnes travaillant pour des services publics ou d'utilité générale. 2. Statut. Définition ensemble des dispositions qui fixent les garanties fondamentales d'un groupe, d'une collectivité. Ex. Le statut de fonctionnaire. Ensemble des dispositions législatives ou réglementaires fixant les garanties fondamentales, droits et obligations, accordées à une collectivité publique ou à un corps de fonctionnaires ou d'agents publics, statut général de la fonction publique, statut des magistrats. 3. Les relations DE-Travail. La loi degré 90-11 du 21 avril 1990 publiée, J.O numéro 17 du 25 avril 1990 relative aux relations de travail à préciser. Hey. Le champ d'application de la dite loi. Art 1er. La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et employeurs. P. Droits et obligations des travailleurs. Droits des travailleurs. Art 5. Les travailleurs jouissent des droits fondamentaux suivants. Exercice du droit syndical, sécurité sociale et retraite, hygiène, sécurité et médecine du travail, repos, participation à la prévention et au règlement des conflits de travail, recours à la grève. Obligations des travailleurs. Art 7. Les travailleurs ont les obligations fondamentales suivantes au titre des relations de travail. Accomplir, au mieux de leur capacité, les obligations liées à leur poste de travail, contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer la productivité. Exécuter les instructions données par la hiérarchie, participer aux actions des formations, de perfectionnement et de recyclage que l'employeur engage dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement ou pour l'amélioration de l'hygiène et la sécurité. Relations individuelles de travail, conditions et modalités de recrutement. C. Relations individuelles de travail. Loi numéro 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail. Article 1er. La présente loi détermine et précise les principes et les modalités de mise en œuvre des dispositions de la loi degré 78-12 du 5 août 1978 susvisée, relative aux relations individuelles de travail. Art 2. La présente loi régit toute relation de travail établie entre un travailleur et un organisme employeur, quel que soit le secteur d'activité auquel ils appartiennent. Art 4. L'organisme employeur est tenu, dès l'instant où il procède au recrutement d'un travailleur, de lui délivrer un document d'engagement, PV d'installation, qui précise, notamment, la date d'effet de la relation de travail, la période d'essai, le poste de travail proposé et la rémunération y afférente. D. Durée du travail. Ordonnance numéro 97 à 3 du 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail. Article LER. La présente ordonnance a pour objet de fixer la durée légale du travail applicable au sein des organismes employeurs régis par la loi numéro 90 à 11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, ainsi qu'au sein des institutions et administrations publiques. Art. 2. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures dans les conditions normales de travail. Elle est répartie au minimum sur 5 jours ouvrables. Art. 3. L'aménagement et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine sont déterminés par les conventions ou accords collectifs. Dans le secteur des institutions et administrations publiques, ils sont déterminés par voie réglementaire. 4. Normes de qualité des soins. 3 normes. 1. L'accueil. 2. Les soins immédiats. 3. Le dossier de soins infirmiers. Norme 1. L'accueil dès l'arrivée. La personne soignée et ses proches bénéficient d'un accueil personnalisé favorisant leur adaptation au lieu de soins ou de vie. Hey. Caractéristique de processus. L'infirmière organise, dès que possible, un entretien d'accueil avec la personne soignée et ou ses proches pour recueillir les informations concernant la personne soignée et son environnement, dans le respect de ses droits et des règles professionnelles. Informer la personne soignée des démarches liées à l'hospitalisation. L'infirmière conduit cet entretien d'accueil dans un lieu respectant la confidentialité et l'intimité des échanges. Elle utilise un langage clair et adapté au niveau de compréhension de la personne soignée. L'infirmière transmet par écrit et oralement toutes informations et observations utiles à l'identification des symptômes, des risques et des pathologies. Norme 2. Les soins immédiats dès son arrivée. La personne soignée reçoit les soins nécessaires à son état de santé. Hey. Caractéristiques de ressources. Structure. L'infirmière dispose de protocole de soins d'urgence établi par le médecin responsable du service. Exemple, protocole de prise en charge de la douleur. P.
Caractéristique de processus: l'infirmière évalue l'état de santé de la personne dès son arrivée. Elle identifie, sans délai, les besoins de soins urgents, elle réalise immédiatement les soins et les actions de sa compétence et assure les transmissions nécessaires. L'infirmière veille à la sécurité et au confort de la personne soignée dès son arrivée. Norme 3. Le dossier de soins infirmiers dès l'arrivée de la personne soignée. L'infirmière ouvre un dossier de soins infirmiers qu'elle renseignera tout au long du séjour. Caractéristiques de ressources, structure: l'infirmière dispose pour chaque personne soignée d'un dossier de soins infirmiers, partie intégrante du dossier du patient. Le service de soins est organisé de façon à garantir la protection dès l'accès aux informations contenues dans le dossier infirmier. Caractéristiques de processus: l'infirmière, à l'arrivée de la personne soignée, ouvre le dossier de soins infirmiers. Dès sa prise de fonction et avant chaque intervention, l'infirmière prend connaissance des éléments contenus dans le dossier du patient. L'infirmière, après chaque intervention, note, date et signe les résultats des soins infirmiers prodigués à la personne soignée. Note, date et signe ses observations sur l'évolution de l'état de la personne soignée et toutes informations recueillies pouvant être utiles pour sa prise en charge globale. Caractéristiques de résultats. Les notes infirmières sont concises, précises et objectives. La traçabilité des actions infirmières est fiable. 5. Organisation des soins. L'organisation des soins est un ensemble de tâches à réaliser, définies par des buts à atteindre: soigner, guérir, accompagner, c'est-à-dire l'articulation entre l'activité médicale et les soins paramédicaux, la répartition des tâches entre différentes catégories du service de soins infirmiers, le matériel disponible et un espace prévu pour exécuter le travail dans un temps imparti. Les unités de soins ou services sont placées sous la responsabilité d'un praticien hospitalier chef de service, médecin-chef, qui doit veiller à la bonne organisation de travail, en partenariat avec le surveillant médical ou infirmier-major. Le personnel dépend de ce fait d'une double hiérarchie. Définition des tâches de l'équipe soignante. En référence du décret exécutif N-11 du 15 Rabi, Etani 1432, correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des paramédicaux de santé publique. Aides-soignants AR. 22. Les aides-soignants de santé publique sont chargés, notamment, de l'hygiène corporelle des malades et de leur environnement, de l'exécution des soins infirmiers de base et des tâches inhérentes à l'hôtellerie et à l'hygiène hospitalière. Ils participent à l'entretien et au rangement du matériel. Infirmiers de santé publique, I.sp. AR 41. Les infirmiers de santé publique sont chargés, notamment, de participer au maintien, à la restauration et à la promotion de la santé physique et mentale des personnes, de réaliser des soins infirmiers relevant des tâches propres à leur mission, sur prescription médicale ou en présence du médecin et en cas d'extrême urgence sur la base de protocoles d'urgence écrits. Respecter leur référentiel métier. De contrôler, d'évaluer et de surveiller l'évolution de l'état de santé des patients, d'établir le projet de soins, de planifier les activités y afférentes, de tenir et de mettre à jour le dossier soins du patient, d'accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Infirmiers spécialisés de santé publique AR. 42. Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique sont chargés, en fonction de leur spécialité, notamment, d'exécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification, notamment les soins complexes et spécialisés. De participer à la formation des paramédicaux. Infirmiers-majors de santé publique AR. 43. Outre les tâches dévolues aux infirmiers spécialisés de santé publique, les infirmiers-majors de santé publique sont chargés, notamment, d'élaborer et de réaliser, en liaison avec l'équipe médicale, le projet de service, de programmer les activités de l'équipe de l'unité, d'assurer le suivi et l'évaluation des activités de soins, de contrôler la qualité et la sécurité des soins et les activités paramédicales, d'assurer la gestion de l'information relative aux soins et aux activités paramédicales, d'accueillir et d'organiser l'encadrement des personnels des étudiants et des stagiaires affectés au service.